Hello à tous, je m'appelle Boutena, je suis la fondatrice de The Hyper et aujourd'hui, je vous invite à découvrir notre psychologue clinicienne, Dalila Pilot. Je l'attends pour qu'elle nous rejoigne. Elle va nous raconter son parcours, son expertise, son approche de manière la plus naturelle possible, comme seule Dalila peut faire preuve à chaque fois. Vous allez découvrir un personnage incroyable, vraiment Dalila est d'une humanité et d'une douceur que j'adore personnellement. Ça fait partie des choses qui m'ont convaincue de l'intégrer à l'équipe et vous allez adorer, j'en suis sûre. Bonjour Dalila. Bonjour Bouteina. Oui, je suis contente de te retrouver sur la chaîne YouTube de The Helper. Ça fait un moment qu'on voulait te faire parler, connaître ton quotidien de psychologue clinicienne. Tiens, j'en parle avec tellement d'excitation dans la voix. On a l'impression que tu es une actrice hollywoodienne. Ah, carrément. Ben, Ouais, c'est écoute, glamour, ben, hein. c'est une Et première, hein. 2020-2021, c'est l'époque de la santé mentale. Donc, Exactement, exactement. La santé mentale est à l'honneur et c'est un honneur pour moi, sachant que c'est une première parce que voilà, je ne suis pas du tout à l'aise face aux écrans. Voilà, j'ai des... mais non, c'est comme un café entre copines. C'est Voilà, pas du tout. C'est exactement. entre nous, ça sera pas du tout public. Parfait. Écoute, non, mais Euh, écoute, je suis déjà sortie de ma zone de confort cette année. J'ai fait des podcasts, j'ai fait plein de choses. Et là, bah, écoute, c'est une première du tout. oui. Donc voilà, c'est avec plaisir. Et puis, ça a été l'occasion aussi cette année de créer ton compte Instagram et qui a quand même Oui, démocratisé un peu ta pratique. Raconte-nous comment se déroule ta journée, un peu type, celle qui exactement. se passe Exactement. normalement. Écoute, bon, déjà par rapport au compte Instagram, en fait, il existait déjà depuis un petit moment, mais en fait, voilà, j'avais pas encore pris l'importance d'Instagram. Enfin voilà, j'y allais une fois tous les deux, Oui. 3 mois, etc. Enfin, j'étais pas du tout connectée. Et c'est vrai que depuis le premier confinement, j'ai commencé à transmettre un peu, à partager, à faire de belles rencontres, vraiment. D'ailleurs, mon premier podcast, c'était avec le quatrième trimestre. Oui. Et je me souviens, voilà, c'était super. Je me suis dit, ah, c'est génial, on peut quand même se connecter comme ça, c'est super. Et puis voilà, ça a permis de rencontrer de belles personnes, dont toi. Voilà, de mettre un peu de... Parce que c'est vrai qu'on a tendance à travailler seul quand on est en libéral. Et là, le fait d'avoir tout ce monde autour de soi, ça permet voilà, de briser un peu cette solitude, d'avoir une équipe pluridisciplinaire pardon, autour de soi. Donc voilà, je travaille avec d'autres équipes et ça me permet voilà, d'échanger, de partager. Je trouve que c'est beaucoup plus riche d'avoir une pratique comme ça que finalement voilà, être seul dans son cabinet. C'est pas toujours évident Non, de. non, non. Ouais. C'est pas toujours évident. Donc là, c'est vraiment le point positif, j'ai envie de dire, des réseaux sociaux. Et sinon, écoute, au quotidien, je m'organise comme je peux. C'est pas toujours, voilà, on en parlait tout à l'heure, on idéalise parfois le côté libéral, elle fait ce qu'elle veut, il y a de la liberté, etc. Alors oui, on s'organise, on fait notre petit planning, etc. Mais j'ai envie de dire, l'inconvénient, c'est qu'on travaille aussi beaucoup. Et bon, après, c'est un choix, hein, voilà, on Bien aime ce sûr, qu'on bien sûr. fait, on travaille beaucoup, on est à fond, on a parfois du mal à décrocher. Moi, je sais que j'ai du mal parfois, équilibre pro-perso, voilà, ça déborde toujours un peu hein, sur le perso parce que voilà, on va répondre à des mails, on va travailler le samedi. Voilà, moi, je travaille le samedi et je travaille pas le mercredi, donc le mercredi, Tu j'essaie travailles vraiment tard. de couper. En fait, une journée type, alors ça va être donc le matin, donc le papa dépose ma fille à l'école. Donc je peux commencer, je peux commencer du coup vers dès qu'ils sortent, hein. Eux, ils partent à 8h30, moi à 9h, je suis déjà sur la Au première taquet. consultation. Voilà, fraîche et dispo. Enfin, fraîche, pas tout le temps, mais en tout cas dispo. Et du coup, voilà, à 9h, je démarre la première consultation. J'essaie d'en faire 3 le matin. 9h, 10h, 11h. Parfois, bon, ça m'arrive de prendre des consultations d'urgence à midi, entre midi et 13h. Sinon, j'essaie de faire une petite pause entre midi et 13h, histoire de déjeuner,
de prendre un café, de faire les réunions de helper, De faire des vidéos comme ça. et des vidéos, exactement, voilà. J'essaie de prendre ce petit temps aussi et puis après je reprends à 14 heures et puis j'enchaîne, 14-15 et à 16 heures, je vais chercher ma fille. Voilà, donc Génial. Oh, c'est quand même dense et généralement, ça t'arrive quand même de planifier des rendez-vous le soir? et le soir, exactement. J'ai 2 Ouais, il faut soirées, le donc en dire, fait, hein. j'essaie d'en faire 5 dans la journée. Ça, c'est quand je suis très performante, hein. C'est 5 dans la journée et j'en fais un le soir. Bien. Parce que, voilà, j'ai des personnes qui travaillent, qui sont un peu plus Oui disponibles et aussi du en coup, est-ce soirée que tu as les mêmes personnes qui reviennent ou bien c'est vraiment, en et one shot quand il y a vraiment une urgence? ça dépend. En fait, j'ai des suivis, là, ce matin, j'étais avec une maman que justement ce matin, elle me disait: «Ah, ça fait 1 an qu'on est ensemble». Waouh! Suivi. Je l'ai depuis mai dernier. Voilà, donc il y a des suivis, comme ça, voilà, un peu longs. C'est vraiment des psychothérapies de fond où les personnes ont vraiment besoin de faire ce travail d'introspection, vont vraiment avancer, et cheminent, sur du long terme. Mais après, j'ai des thérapies brèves aussi sur, Mmh. 4-5 séances. J'ai parfois des personnes qui me consultent juste une fois pour, une problématique bien précise, Par curiosité. voilà, pour, quelque chose d'assez précis. Donc, on discute une fois, elles échangent, elles déposent ce qu'elles ont à déposer, puis après, voilà, il y a pas forcément besoin de suivi. Donc vraiment, c'est du cas par cas. C'est du cas Et par cas. Ouais. toi aujourd'hui, tu es plutôt dans la périnatalité, Mmh mh. mais tu es d'abord psychologue. Comment ça s'est fait ce choix petit à petit, que ce soit académique ou Mmh. même sectoriel? Écoute, le choix de la périnatalité s'est fait, très naturellement, vraiment. Ça a été, je me suis toujours intéressée au lien mère-bébé. Déjà quand, j'étais étudiante en psycho, je me disais: «Ah tiens, c'est incroyable parce qu'on revient toujours sur ce lien». Voilà, déjà que je me souviens, j'étais en licence et à chaque fois on revenait alors parfois un peu trop, hein, on culpabilisait un peu trop la maman, si le bébé est comme ça, c'est parce que c'est la maman. Enfin voilà, en tout cas, on revenait souvent sur ce lien, donc je me disais: «C'est la base». Et c'est vrai que je voulais, approfondir après mon master, donc j'ai approfondi, ce domaine-là. J'ai fait un DU, c'est un diplôme universitaire en psychisme et périnatalité. C'était à l'hôpital de Clamart, c'était vraiment super intéressant et la périnatalité déjà, donc il faut savoir que ça englobe vraiment tout ce qui concerne la parentalité. Ça démarre très tôt, hein, ça démarre Mmh. du désir de concevoir un enfant. Donc déjà quand on a ce désir-là, voilà, on parle de périnatalité jusqu'au 1 an du bébé. Voilà, donc on peut retrouver, je peux accompagner, des couples, en PMA par exemple, Bien sûr. qui ont quelques difficultés, parce que franchement, Le c'est désir peut aussi, déclencher des choses, pas assez, exactement, voilà, ça peut être traitées. des couples ou des femmes, voilà, qui sont pas forcément en PMA, mais qui commencent à réfléchir à ça et comme tu dis, voilà, ça peut raviver, d'anciennes problématiques, d'anciennes blessures, donc voilà, on a besoin parfois de mettre, les choses, à Mmh. plat pour, pouvoir aussi, construire son nid, hein. Ça peut aussi débloquer certaines situations et puis ensuite, il y a tout un accompagnement pendant la grossesse. Voilà, ça peut être, des angoisses, liées à la grossesse, à l'accouchement, à la parentalité, à la transmission, enfin voilà, tout ce que ça implique au niveau, psychique et puis, il y a le gros du travail, on va dire, qui va être, le fameux 4e trimestre, hein, le postpartum et là, c'est vrai qu'il y a vraiment un gros travail à faire, à ce niveau-là parce que, moi, les retours que j'ai et encore, hier, une maman me disait qu'elle n'avait pas du tout, mais du tout été préparée à ça et souvent quand je fais des consultations en périnatalité, c'est la chose qui revient au tout début de la consultation, c'est: «Je m'attendais pas à ça». C'est, Mais voilà. comment ça se fait? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un flot d'informations quand on est dans le «marché» entre Mmh, guillemets, quand on commence à regarder, qu'on est en veille, qu'on est maman. On a oui, l'impression qu'il y a énormément d'infos et puis oui. finalement, il y en a pas tant que ça. Mmh. Heu, Même, au bout du 2e enfant, parce qu'en Oui, fait, oui. ce n'est pas si mainstream que ça, Mmh. et ça met du temps, en fait, à verbaliser, peut-être que c'est sociétal. Comment tu l'expliques toi, psy enfin, sociologiquement? Mmh. Est-ce qu'il y a des études qui expliquent, ce déni un peu de ce qui se passe, Ouais. culturellement?
Oui, bah, c'est un peu, bah, tu l'as bien dit, voilà, c'est un déni collectif, hein, clairement. Voilà, on n'en parle pas, c'est un peu tabou, on a envie de vendre une maternité toute belle, toute rose, on essaye, on se dit parfois: «Bon, bah, on veut pas faire peur aux mamans, elles Ouais, vont découvrir, ça c'est pas d'elles-mêmes». mal, ouais. C'est un peu la surprise, voilà. On voulait pas te Heu, faire peur, mais quand même, bon voilà, là, il y c'est a ça, fait. ça, 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 mais trop tard, le bébé est déjà là. Donc voilà, donc c'est un peu ça et puis j'ai aussi cette impression que, bah, les mamans aussi, elles sont un peu dans leur bulle, elles sont Ouais, focus non que sur mais l'accouchement c'est ça. et qu'elles On est n'arrivent pas tellement préparés, encore, voilà. on veut pas. Mmh. Mais même après, parce que là, celle que tu vois, c'est vraiment, on va dire, dans cette zone Elles ont un peu de recul, noire. peut-être 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois, voire C'est 1 an, c'est elles ont un peu de le recul. noyau dur, on Mmh, va dire, qui vient te voir. Mais en mmh fait, il y en a beaucoup qui n'osent même pas verbaliser, mh. Ouais. et se dire qu'elles ont un besoin. Mmh, mmh mh. Déjà, c'est un acte de courage de Mmh. prendre rendez-vous avec toi et Exactement, ouais. de se dire qu'elle a besoin d'accompagnement, mais c'est vraiment, C'est un premier aujourd'hui, pas, c'est le premier pas. Mmh. voilà, et c'est le premier pas, il faut le dire, elles sont courageuses. Moi, la première, j'ai été incapable, pourtant j'en aurais eu besoin Mmh. Mmh mh. de le faire parce qu'on se dit toujours, eh, prendre rendez-vous, chez une psychologue, c'est vraiment, j'ai un problème, j'ai besoin Oui, d'une voilà. thérapie longue. Alors qu'en fait, je suis juste maman, et Mmh. on n'arrive pas à joindre les 2 mondes, en fait, entre, la psychologie, préventive, Oui. et de sensibilisation, d'accompagnement thérapeutique, Mmh. pas forcément en termes de maladie, Oui. de quelque chose de beaucoup plus profond. Exactement, c'est juste, voilà, une façon aussi, bah, de se poser, de poser ses émotions, d'être rassuré aussi, de parler, voilà, de choses, Avoir un endroit où parler, en fait. voilà, avoir son espace de parole parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de parler de ces sujets-là, que ça soit même avec le conjoint, avec, la famille, avec sa propre mère. Parfois, on a un peu honte, on se dit: «Ah là là, elle a réussi, avec, 3-4 enfants et moi je galère» et cetera. Alors, c'est vrai que voilà, il y a ce sentiment parfois de honte et de culpabilité qui prend le dessus, alors que dans un espace de parole, avec une psy, c'est vrai que voilà, on va pas juger, bien au contraire, tout va être accueilli, enfin le positif comme le négatif et il y a aucun souci. Donc Et vraiment, le il faut positif et le oser. négatif fait partie, enfin, il y a pas à supprimer le côté négatif, des émotions de la journée. Oh, c'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. D'ailleurs, je trouve que c'est toxique d'être positif tout le temps, c'est pas normal. Je pense que c'est important aussi d'accueillir, bah, les émotions négatives et moi, comme je dis souvent dans la maternité, c'est les joies et les tourments de la maternité. Alors oui, il y a tous ces petits bonheurs, mais il y a aussi beaucoup de tourments, beaucoup de stress, beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes. Voilà, hier matin, j'ai eu une maman, c'était juste une séance, une fois, où elle avait vraiment plein de questionnements. On m'a posé toutes ces questions, on a discuté, on a échangé. Ça l'a rassurée parce qu'elle faisait exactement, voilà, ce qu'elle pensait faire. Elle Mmh. laissait pas pleurer le bébé, elle était dans un maternage un peu proximal, mais voilà, ça c'était un peu critiqué par l'entourage. Tout le monde lui disait: «Ah non, mais c'est trop, Faut il le faut le laisser pousser, il va pleurer, il faire va ceci, il rester va être ceci» collé. et voilà et le fait d'en parler, ça l'a rassurée. Elle m'a dit: «Ah bah, finalement, je fais bien les choses». Voilà et elle m'a dit: «Écoutez, bah, merci, puis voilà, je sais que c'est une maman qui ne va pas reprendre rendez-vous et tant mieux, voilà, le but c'est pas non plus, de devenir dépendante, de sa Bien sûr, psy, bien au contraire, c'est de se c'est un choix libérer, libre, ah d'être oui. autonome et cetera. Donc voilà, je sais qu'elle va pas reprendre rendez-vous et mais je sais que ça lui a fait beaucoup de bien parce qu'après elle m'a écrit en me disant: «Ah mais vraiment maintenant je suis rassurée dans mes gestes, dans ma façon de faire, dans l'éducation que j'ai envie de transmettre à C'est mes enfants, je sais que je fais bien». Voilà. Oui, c'est gagner en Mmh. confiance. Du coup, Voilà. c'est pas Ouais. forcément soigner, c'est aussi gagner en confiance. Mmh. Et ce qui est particulier avec toi, c'est que du coup, même ta propre maternité, est-ce qu'elle a changé ton approche, dans ta manière d'aborder les choses, ou bien finalement, pas tant que ça? Bah si, si quand même, hein. Énormément, voilà, avant j'avais C'est beaucoup moins de abstrait. voilà, beaucoup de théories, beaucoup de théories sur plein de choses, mais c'est vrai que la pratique, bah, forcément ça nous change, hein, ça n'a rien à voir. Rien qu'aujourd'hui sur, tout ce qui est éducation, positive, bienveillante et cetera. Alors avant je me disais: «Ah là là, mais moi je serai à fond dans cette éducation-là et jamais je vais élever la voix, jamais je vais crier» et cetera.
Alors qu'au quotidien, bah, voilà, encore une fois, il y a parfois nos propres émotions qui prennent le dessus. Nous aussi, on peut être stressé, on peut être excédé, on peut être, fatigué. Donc oui, parfois on élève la voix, parfois on crie, parfois voilà, je veux dire, il faut aussi, j'ai Et mettre appris non justement et dire aussi que ça va pas oui, que ça et va pas, que c'est dur et ça aussi, moi aussi, je me l'autorisais pas au début parce que je me disais: «Ah là là», moi je suis censée savoir, toutes mes copines me disaient: «Non mais c'est bon, toi tu es psy, en plus tu es psy en périnatalité, tu gères» et j'avais en suivi une maman infirmière, pareil, tout le monde lui disait: «Non mais c'est bon, mais toi tu vas gérer, tu as l'habitude avec les bébés» parce elle était dans le service, des bébés ouais, et pas du tout. Je veux dire, voilà, entre la théorie et les enfants des autres et nos propres enfants et notre propre histoire et tout ça, enfin ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir et Moi-même, il y a quelque chose de viscéral en plus qui se déclenche, et voilà, enfin moi-même, j'ai reconsulté, enfin j'ai fait une psychothérapie dans ma vie, à un moment et quand je suis devenue maman, j'ai recontacté ma psy c'est vrai? et j'ai fait, 3-4 séances avec elle. Donc Ouais! bon ma psy est à Londres, mais voilà, on a fait des visios comme ça, où on a discuté, où ça m'a rassurée, où on a échangé. Mais j'avais besoin aussi de parler de tout ça quoi, du devenir mère, de tout ce que ça impliquait, de toute cette responsabilité. Alors oui, je connaissais, tout ce processus de maternalité, de matrescence. Aujourd'hui, on utilise le terme matrescence, mais je connaissais tout ce processus avec, tous les deuils symboliques que ça implique, la nouvelle identité de mère, et cetera. Enfin voilà, je connaissais tout ça, mais le fait de le vivre, c'était intense, hein. En plus le manque de sommeil, la fatigue, enfin c'était quand même alors le lire dans les livres comme ça tranquille, Ouais, avec un petit thé, c'est pas pareil que que d'avoir le bébé et voilà, enfin même, les phobies d'impulsion par exemple, j'avais fait un post sur ça et j'ai eu beaucoup de mamans qui ont témoigné comme quoi elles étaient victimes, ah, de d'ailleurs, raconte-nous cette phobie d'impulsion parce qu'en fait, c'est quelque chose, qu'on 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 imagine que ça oui, concerne que l'accouchement, oui. mais en fait, c'est beaucoup plus large que ça. Ah oui, oui, mais en fait, c'est une peur, voilà, c'est vraiment la peur de faire, du mal à son bébé. La peur, voilà Et de c'est maternel ou paternel, en fait? oui, c'est les 2. Ça touche les 2. Ça touche les 2. Et voilà, c'est la peur de le faire tomber, la peur, je enfin, il y a plein De de petites peurs au l'étouffer, enfin, il quotidien, y de a plein de choses en l'étouffer, plus, de lui donner le bain et de je sais pas, de le de le faire cogner. pisser, de le cogner, enfin voilà, c'est vraiment la peur de limite, tuer son bébé, quoi. Oui. C'est une responsabilité qui est tellement énorme au début, et puis ce bébé, il est fragile, il dépend de nous, voilà, c'est Après, je pense qu'il y a une forme d'inconscient tel parce qu'il y avait un très fort taux de mortalité, oui, infantile à un moment, donc exactement. on a peut-être intériorisé dans notre inconscience, ce Mmh, risque-là, en plus avec, toutes bien les sûr. préventions qui est pertinente autour des bébés Oui, oui, secoués, oui. Mmh. de la mort subite du bébé. Du coup, Oui, faut pas mettre son même bébé, faut pas tu sais, pour la blague, on faisait toujours, à chaque anniversaire, une année de plus, on lui a pas fait mal. mmh. Non, non, mais c'est ça, en fait, hein et moi, je me souviens, j'avais, le bain de ma fille, je lui donnais pas seule. Jusqu'à la première fois que je lui donnais seule, je crois qu'elle avait 2 mois et demi ou 3 mois. J'étais toute seule, moi, avec elle dans la salle de bain. Mais au début, j'avais peur C'est et impressionnant, hein. oui et puis Le j'essayais bain, de c'est impressionnant. relativiser, hein. Je me disais: «Mais quand même, enfin, il va rien se passer, tout va bien». Mais Mais non, mais j'arrivais pas à relativiser. mais ça, tu sais, moi, je l'ai vu autour de moi, on en parle assez peu, parce que souvent, il y a la mère de la mère à côté Oui. et donc on s'en rend pas compte. Mmh. Mais en fait, il y a ce phénomène, ça, je l'ai vraiment pas mal observé, qu'en fait, les jeunes mères, Mmh mh. première fois ou deuxième fois, mais beaucoup pour la majorité les premières fois, quand elles ont leur mère à côté, elles vont laisser leur mère s'en occuper. Oui, Elles exactement. disent: «Non mais c'est bon, elle sait s'en occuper, moi j'ai peur de lui faire mal». Voilà, ouais, on le fait comme ça, Le exactement. c Les couches, le Mmh. bain, tout les trucs où il y a un peu de danger en Oui, fait, oui, exactement. Mmh. c'est non mais en fait, il y a un effet de on analyserait ça comme étant un rejet, Mmh. mais finalement, c'est juste enfin, c'est une telle peur qu'elle Ouais, est rigidifiante, en fait. exactement, mais on sait pas, je veux dire, on dit que c'est inné, mais pas du tout. Enfin, il y a vraiment ce justement, c'est ce que j'apprécie avec, The Helper, c'est cette idée d'apprentissage, de transmission. Enfin, voilà, avec tous les parcours et tout ça, voilà, on transmet aussi ce savoir
et on apprend à devenir parent. Je veux dire, c'est pas du tout inné, il y a pas de honte à ça. Il y a plein de notions, enfin, qu'on connaissait pas. Moi, personnellement, j'avais jamais changé une couche de ma vie. C'était la première à la maternité. La dame, elle me montrait, j'étais comme ça et tout. Enfin, j'ai appris, quoi. C'est Bah, c'est ça aussi, c'est qu'avant, entre guillemets, il y a 20, 30 ans, on Mmh. avait autour de nous des cousins, Oui, des oui. cousins des cousins. Moi, quand j'étais gamine, j'avais mes cousins dans les bras et j'avais 2 ans, j'avais 3 ans, 4 ans, Ouais, j'avais bien déjà sûr. des bébés. Mais en fait, ça, c'était mes cousins. Mais en fait, quand Mmh. j'étais adulte, j'avais plus eu, de bébés Oui, nourrissons nouveau-nés. ouais, ouais. Et c'est, la première fois où ça arrive entre les bras, c'est Mmh. on a plus, cette habitude Oui. de voir de petits bébés. Tu Mmh. sais, le choc aussi de tenir un petit nourrisson entre Oui, les oui, bras, bien sûr, qui c'est est tout tellement fragile. fragile. Non, mais la En plus, ça a rien à voir avec les photos. C'est sale, ça Mmh. sent mauvais. Non, mais il y a un décalage qui est certain entre de toute façon, voilà, ce qui ressort souvent, voilà, c'est cet état de tout ce qu'on a fantasmé, tout ce qu'on a imaginé pendant la grossesse et puis la réalité qui est vraiment autre. Alors si en plus on a eu un accouchement, traumatique ou, C'est ça. on a des soucis avec le bébé ou autre, alors là, voilà, ça va être, le C'est des summum, quoi. déclencheurs assez forts. Heu, Voilà. et je sais pas, est-ce que tu as, observé, avec la situation sanitaire, Mmh. des changements? Parce que là, ça fait quand même, 1 an Mmh. et quelques, donc il y a limite, 2 cycles, enfin, il y a eu des vagues de bébés qui sont Mmh. nés, Bien sûr, il y en a il y a eu beaucoup. des postpartum vécus dans des Mmh. situations de solitude extrême. Est-ce que toi, dans la pratique, tu as vu un changement, hem, en termes de mots, de témoignages et d'expériences qui étaient Bien sûr. partagées? Oui, exactement. Bah, déjà, j'ai eu beaucoup plus de consultations en périnatalité. Ah oui? Par exemple, quand j'habitais à Londres, il y avait le côté expat où Ouais, effectivement, voilà, beaucoup de mamans me consultaient parce que, voilà, il y avait pas tout ce village autour des mamans, elles étaient un peu isolées. Donc il y avait, voilà, il y avait quand même quelques consultations et là, c'est vrai que depuis la pandémie, j'ai de plus en plus de consultations en périnatalité en visio, mais vraiment partout, hein. J'ai des gens, voilà, qui sont en Suisse, j'en ai à Zanzibar, enfin, j'en ai un peu partout et c'est des gens qui sont vraiment isolés et qui vivent, leur maternité seuls. Enfin, c'est des mamans qui sont seules et ouais, ça, je trouve que c'est très dur parce que, bah, elles ont pas la maman à côté, parce que, voilà, il y a pas tout ce relais, il y a pas toute cette aide, il y a pas et puis quelque part, on valide pas, enfin, le fait d'avoir cet entourage autour de nous, quelque part, ça vient aussi valider ce rôle de maman parce que, bah, les autres, on on a est, il y a Boris Cyrulnik, je suis oui, toujours incapable de prononcer son nom, c'est mais qui ça. dit qu'on apprend avec l'altérité. Oui, exactement. On apprend du coup à être mère avec la vision des autres mères. Oui, Même avec la si, vision des autres mères, c'est très important. bien sûr, c'est mauvais, il faut pas se comparer, il faut pas juger, c'est pas la question de juger, Non, c'est juste non, non, c'est pas ça. de faire ses choix, en fait. Ouais, Dire: ouais. «Moi, je suis pas comme ça» ou «Moi, Mmh. j'aime bien ce côté-là». Enfin, il y a un Oui, mimétisme, exact qui se choisit, qui se décline, en fait. mmh exactement et ça, on le retrouve pas. Voilà, moi, j'ai des mamans qui me disent, cette maman que j'avais ce matin, son bébé va faire 1 an, elle me disait: «Bah, c'est incroyable parce qu'en 1 an, finalement, son bébé n'a pas rencontré d'autres, bébés». Enfin, c'est triste, hein et en plus, là, elle est dans une situation, elle est expatriée, plus, elle-même, voilà, elle aurait aimé faire des activités, alors oui, ça peut être, des acti enfin, s'il y avait pas ce contexte sanitaire, ça peut être des petites activités d'éveil, baby gym, Bien sûr, bébé nageur, éveil musical, enfin, moi, je le faisais à l'époque à Londres avec ma oui. fille et c'était super. Alors, je sortais, je rencontrais d'autres mamans, on discutait, après l'atelier, on pouvait prendre un café tout ensemble. Et tout ça, ça permettait, bah, de briser cette solitude. Mmh. Aujourd'hui, elles l'ont pas, elles sont seules face à leur bébé. Au bout d'un moment, bah, c'est C'est fatigant, dur quoi. C'est et un surtout bébé quand on, ce que je disais toujours la première année, quand on n'a pas ce changement d'environnement, même, mental, mmh, on a plus de différenciation entre le jour, la nuit, le midi. oui, On est dans un tunnel. mmh. Non, mais c'est très compliqué
compliqué, hein. Moi, je dis souvent, c'est ça la première année, il y a plus d'espace psychique. Parfois, elles arrivent même plus à réfléchir, à se dire, «Je vais mettre ça en place ou ça» parce que c'est saturé, c'est saturé. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de libérer cet espace psychique, même si c'est une demi-heure, par jour, même si c'est, juste le samedi ou le dimanche, mais vraiment, voilà, prendre 30 minutes pour soi, sortir, marcher, prendre l'air, essayer, voilà, de se reconnecter un peu à soi. Parce que c'est vrai que, voilà, on a parlé de cette nouvelle identité de maman, mais j'ai envie de dire, l'ancienne reste là quand même. Il faut aussi Ah, se mais elle est là, c'est la juste qu'elle retrouver. prend une différente place, mais elle Voilà, donc il restera faut toujours là. voilà, reconnecter un peu les 2, remettre un peu d'harmonie dans tout ça, mais pour le faire, il faut aussi avoir cet espace et pour avoir cet espace, ben, il faut être disponible. Donc Créer du vraiment, il ne vide. faut pas hésiter à prendre un peu de temps pour soi parce que déjà, ça va permettre, d'être un peu plus disponible déjà pour accueillir ses propres émotions, les émotions de son bébé, les émotions, bah, du couple, voilà, on sera déjà un peu plus sereine, un peu plus disponible. On passera peut-être un peu plus de temps de qualité avec son bébé parce que c'est vrai que si on est toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps, au bout d'un moment, on subit. On Mmh. subit, on prend même plus de plaisir. C'est pas le but, hein. Le but de la maternité, c'est aussi de s'épanouir, c'est aussi de transmettre, c'est aussi de partager. C'est pas juste on fait les choses en mode pilote automatique et on Ouais. subit et on attend que la journée passe. Ou en tant qu'ouvrier, enfin ouvrier, genre c'est Oui, son métier, c'est son job, je dois ouais, le faire. Il faut trouver du plaisir mmh, d'aller et de revenir quand même. mmh. Et même un job, on fait des pauses. Bah, c'est ça, là, c'est intense, hein. Ça reste quand même, voilà, Alors, surtout si jamais il y a des expatriés dans ta communauté qui vont regarder cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre parce que j'ai connu ça. Donc, pour le coup, mmh, entre Dalila et moi, si vous avez besoin de Teams, mmh, l'expatriation en tant que maman, exactement. c'est dur, hein. C'est dur, ouais. C'est dur. Dis-nous en quelques mots ton péché mignon. Quel est ton Ah, truc? c'est facile, bah, c'est le chocolat. Ah, je me doutais! Team chocolat. Je crois qu'il y a en fait, dans toute l'équipe de Helper, il y a beaucoup de team chocolat. Oui, bah, on est con c'est vrai. Non, mais écoute, bah, ça permet, écoute, déjà pour le magnésium, c'est très bien, Oui, oui, surtout oui. si on Oui, le prend je avec, me dis la même chose. un taux de cacao un peu élevé. Mais voilà, j'aime bien, voilà, ce Ouais. truc, Et quel chocolat. est ton mantra ou bien ton livre préféré, de manière générale, quelque chose qui t'anime à chaque fois? Bah, les mantras, écoute, ça dépend, j'en ai, quelques-uns que je Ah répète tiens. souvent. Alors j'ai un jour après l'autre, ça je sais que ça Voilà. m'aide beaucoup. À me dire parfois quand je me dis: «Oh là là, mais comment? Mais dans 2 jours, dans 3 jours, ah attends, là j'ai organisé ça, mais ça va faire trop, la semaine prochaine va être chargée» et cetera. Enfin, quand je commence à m'emballer comme ça, je reviens, je me dis: «Bon Ah, je allez», connais. je me dis: «Bon allez Dal, on se calme, un jour après l'autre, ça va aller, ça va bien se passer». Donc j'essaie déjà voilà de d'avoir un discours vraiment bienveillant envers moi-même. Encore une fois, avant j'étais beaucoup, dans le jugement, dans l'autocritique, même envers moi, hein, quand je faisais quelque chose de mal, c'était oh là là, mais je ressassais pendant toute la journée en me disant mais j'aurais pas dû faire ça, ou j'aurais pas dû dire ça, mais j'aurais pu faire autrement, etc. Là, franchement, voilà, j'essaie de me dire bon, j'ai fait de mon mieux, et puis un jour après l'autre, et aussi, ben, je pratique le c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà, ça aussi. Mais j'essaie en fait, et d'ailleurs c'est le conseil que je donne souvent à mes patients, je leur dis essayez de vous parler comme si vous parliez à une amie. Voilà, si vous avez une amie qui va mal, qui va vous dire: «Ah bah, je suis nulle, je fais mal les choses» et cetera, vous allez pas l'enfoncer. Vous allez essayer de la rassurer. Ah quand même! «Mais tranquille, ça c'est pas» enfin voilà, on va essayer quand même d'avoir un discours, assez rassurant, assez réconfortant. Donc avec soi-même, vraiment, faut pas hésiter à le faire. Voilà, je pense qu'il faut laisser aussi cette idée de perfection, de se dire: «Oui, je vais être sur tous les fronts», parce que voilà, c'est quelque chose, alors qui caractérise beaucoup les femmes. On retrouve beaucoup, alors je dis pas que les hommes ne sont pas perfectionnistes, hein, mais les études montrent que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les Bah, femmes. en fait, tu peux être perfectionniste, mais pas t'enfoncer Oui, en disant, oui, et voilà. plus dans la compétition d'être je vais être Voilà, le exactement, meilleur ouais. de mon champ de travail. Alors, qu'une femme, statistiquement, effectivement, elle va être perfectionniste et elle va s'enfoncer. C'est ça, c'est ça. C'est, La double peine, bah, tu c'est travailles beaucoup et tu t'enfonces. exactement, c'est un peu ça. Et puis,
Et puis voilà, les hommes ne sont pas multitâches. Ça, c'est vrai, en plus, c'est les études qui le montrent. Alors que les femmes, elles arrivent à être multitâches et parfois, c'est pas très bien d'être C'est multitâche pas parce que très du bien. coup, on se disperse, on fait plein de choses. On se disperse, on perd le temps d'attention, on Voilà, oublie des donc choses. Du coup, en plus, on a l'impression de pas tout bien faire. voilà, c'est un peu ça. Donc vraiment, faut pas hésiter, bah, à se recentrer, à se dire qu'effectivement, voilà, on n'est pas parfaite, qu'on fait de notre mieux. Voilà, donc moi, c'est des petites choses comme ça qui me permettent vraiment de me rassurer, de me calmer et puis voilà, un petit chocolat et ça repart, hein. Voilà. À mars et ça repart. Exactement, exactement et puis il y a des livres que voilà, qui m'ont fait réfléchir beaucoup sur l'éducation, sur ce que j'avais envie de transmettre à ma fille. Il y a le livre, Vivre heureux avec son enfant. Alors maintenant ça s'appelle Pour une enfance heureuse. C'est la pédiatre, Catherine Guéguen qui Ah oui, oui, c'est génial. qui est assez connue et voilà, c'est un livre, voilà, qui montre bien, voilà, tout l'impact des neurosciences affectives, toutes ces nouvelles études, et cetera. Et c'est vrai que ça me rassure dans ma façon, ça m'a rassurée dans ma Super façon de faire parce pratique. que c'est vrai que moi, je me disais non, j'ai pas envie de laisser pleurer. Alors oui, je laissais pleurer si je devais aller laver un biberon ou autre, mais voilà, pour l'endormissement, par exemple, bah, j'ai toujours accompagné l'endormissement. J'étais là, je me dis c'est une période où le bébé, bah, il a besoin de nous. C'est un moment où il est Là, fragile. on en a parlé avec Sandra. Malheureusement, pour le sommeil, c'est une compétence, ça s'acquiert. On a Voilà. plein de choses à faire. On a un guide, on a une masterclass, on peut vous aider. Mais par contre, voilà, il y a des choses, c'est de la patience, c'est Voilà, de la ça demande du transmission. temps. Et puis, C'est, il y a des petits dormeurs et des gros dormeurs. exactement. Donc, je pense qu'il faut vraiment, voilà. Donc, ce livre-là, il m'a beaucoup aidée. Et il y a un autre livre aussi sur l'attachement aussi, sur les émotions, l'attachement émotionnel, etc. Je n'ai plus le titre en tête, mais je pourrais te le Ouais, partager. tu nous En l'envoies, tout cas, comme c'est ça, des je vais le livres qui m'ont mettre à la aidé fin. dans ma façon de faire. Et puis, il y a de la théorie, mais il y a aussi de la pratique. Par exemple, dans le livre de Guéguen, j'aime bien parce qu'elle partage aussi des cas cliniques. Elle nous partage aussi son quotidien et tout ça. Et puis, on peut voir un peu comment ça se passe, les suivis. Donc voilà, moi, ça m'intéresse aussi d'avoir le Et côté faire, pratique et théorique. oui, bien Parce que sûr. la théorie, c'est bien, mais voilà, il y a aussi la Tu, pratique. tu suis un peu l'actualité, j'imagine, académique sur les études. Il faudrait que tu m'envoies les revues si tu as Mm. des préférés. J'aimerais bien suivre ça. Oui, oui, ben, je Peut-être toute la t'enverrai chaîne ça. YouTube sera au courant, mais Écoute, je t'enverrai, mais pour revenir sur le fait de laisser pleurer ou de pas pleurer, déjà, toutes les études maintenant montrent, parce qu'on a du recul, ça fait 15 ans, 20 ans que voilà, on laisse pas pleurer, montrent que quand même les enfants, les bébés qu'on n'a pas laissé pleurer, ça fait quand même des enfants beaucoup moins anxieux, beaucoup moins stressés. À l'adolescence, c'est des ados qui vont être beaucoup plus sécurisés, qui vont moins aller vers les addictions. Alors que ben, ceux qu'on a laissés pleurer, ben, forcément, ils grandissent avec un cette manque de peur. Quelque sécurité. part, il y a une petite carence affective à ce niveau-là, et donc ils vont pas être complètement sécures. C'est-à-dire qu'ils vont aller explorer leur environnement, mais avec un peu de stress, un peu d'appréhension. Après, plus tard, ça peut avoir des effets même sur l'estime de soi. Donc voilà, l'impact, il peut, sur le long terme, Je voilà. comprends. Ok. Et pour le coup, toi, tu travailles. D'ailleurs, merci pour les références, on va les garder. Et pour les tips, même pour le sommeil. Tu exerces aussi sur tout ce qui est émotion. On a une super masterclass que tu Oui, avais réalisée pour la gestion des émotions qui est en ligne sur la plateforme. Mais tu as une approche qui est assez pragmatique et réaliste sur la gestion des émotions, même d'un tout jeune bébé. bien sûr. Parce qu'à partir de 9 mois, ça commence à arriver, les frustrations, les colères, l'expression en fait de Bien cet sûr. apprentissage de l'affirmation Mm, et qui peut laisser les parents un peu perdus. mm. Euh, J'imagine que même dans ton cabinet, tu as des interrogations des parents en Beaucoup. face à des crises de colère, des terrible two, des choses comme ça. Bah, c'est souvent bah, comment je fais pour, d'ailleurs, tu me dis pour arrêter les crises. Alors Ouais. moi, je leur dis, bon, on peut pas les arrêter parce que bah, c'est leur moyen d'expression, c'est leur décharge émotionnelle. Bah, c'est comme nous, nous, quand on est en colère, on peut pas nous dire, ah non, ça y est, non, 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 allez, on arrête la colère, c'est fini. Stop. Non. On a besoin, voilà, on a besoin d'exprimer aussi, on a besoin de verbaliser, on a besoin parfois bah,
je sais pas, il y en a qui vont faire du sport, d'autres qui vont écrire, d'autres qui vont, enfin, en tout cas, qui trouvent des moyens d'extérioriser. Coping, comme ils disent en Comment? anglais. Coping, de Oui, digérer voilà. Et c'est vrai, donc on peut pas arrêter une crise, mais on peut la gérer. Donc c'est ce qu'on avait fait justement, ce qu'on avait avec expliqué Timé. avec May, avec, des outils, donc elle avait partagé des outils au niveau de la sophrologie, qui étaient super, voilà, des exercices pour les parents et pour les enfants. D'ailleurs, je reproduis, un de ces exercices Ah, et puis, moi, j'avais partagé, bah, des choses, comme tu dis, assez pragmatiques. Ça peut être le discours déjà qu'on a envers notre enfant, voilà, pour essayer de lui expliquer qu'effectivement, voilà, il a le droit de ressentir ses émotions, que toutes les émotions sont belles, que c'est pas parce qu'il ressent de la colère ou de la tristesse que, voilà, on va plus l'aimer ou c'est qu'on va la le fin du monde. voilà, bien le Ou qu'il est contraire. un mauvais bébé. Oui, et puis c'est normal et puis si les émotions, elles sont là, c'est elles ont aussi une utilité. Donc vraiment leur expliquer déjà, toutes ces choses-là, expliquer aux parents. Moi, je fais beaucoup de psychoéducation, donc j'explique déjà un peu aux parents un tout petit peu de théorie pour leur dire qu'avant l'âge de 5 ans, enfin, l'enfant, il fait pas ça pour, c'est pas contre eux, c'est pas pour les énerver, c'est pas contre eux. Et c'est intéressant, effectivement, en fait, cette partie psychoéducation, parce qu'en fait, euh, quand le parent sait que c'est biologique, que Ben c'est oui, c'est ça. normal, qu'il n'est Mmh. pas encore prêt, que ça va arriver, qu'il y Ça a va un arriver, bien bout sûr. du tunnel. Bien sûr, ça arrive. En fait, la maturité cérébrale arrive, bon, normalement, on dit que l'âge de raison, c'est 6 ans. Donc patience, mais ça peut arriver avant. Franchement, il y a des enfants qui Ça m'avait fait sont rire parce qu'il accompagnés. Oui, y a ça un graphique qui montre la parentalité avec le cycle ouais. de l'évolution de l'enfant. Mmh. Et genre, il montre entre 8 ans et 12 ans. Genre, Mmh. entre l'enfance un peu où il a un peu mûri ses émotions et la préadolescence, c'est genre l'âge d'or. Bon, après, c'est Après, c'est fini. Après, rebelote, mais dans un autre, c'est d'autres tempêtes émotionnelles, un peu plus trop émotionnel et hormonal. hormonales. Mais non, mais déjà, voilà, que le parent comprenne, voilà, de se dire, bah, voilà, c'est juste que l'enfant n'a pas cette capacité, enfin, son cortex préfrontal ne peut pas gérer. Quand on dit à un enfant en pleine crise, quand on lui dit: calme-toi», et puis on crie aussi: «Mais calme-toi, mais» Oui, mais calme-toi, je te dis de te calmer. ça, c'est impossible. Ça marche pas. Donc vraiment, il faut, voilà, limite quand il fait sa crise, bah, essayer juste, bah, de l'accompagner, d'être présente, essayer d'accueillir, ses émotions en lui disant: «Bah, je comprends, voilà, que tu es en colère, tu voulais encore jouer, mais c'est le moment de partir. Bah, je comprends, ça te met beaucoup en colère», et puis Ouais. essayer peut-être de lui Après, montrer chaque parent va avoir sa manière aussi voilà, de de faire. digérer et d'accepter. Il y en a qui se ferment, il y en a qui font des blagues, il y en a qui vont aller s'enfermer après pour Oui, décompresser. décompresser, C'est revenir, il faut limite aussi trouver, il faut comprendre les émotions. non, non, mais il faut trouver, voilà, il faut gérer. C'est pour ça que les outils, sont pour les adultes et pour, les enfants dans Et pour l'atelier les qu'on a enfants, partagé. exactement. Donc oui, tout ce qui est roue des émotions, roue de la colère, alors oui, ça permet de mettre des mots, même parfois, bah, c'est des petits qui ne savent pas encore parler, donc la roue des émotions, c'est intéressant. Ils peuvent déjà pointer, Avec les voir couleurs, comme avec les ça, images. comme ça, voilà, avec les petits émoticônes. Ensuite, la roue de la colère, on peut la faire ensemble avec l'enfant, donc on participe avec lui. On lui dit de choisir telle et telle stratégie. Ça peut être demander un câlin, ça peut être voilà, taper sur un coussin pour évacuer un peu, sauter. Enfin voilà, il faut essayer de les aider justement à trouver des petites stratégies, à leur dire que c'est normal, qu'on est là. Et voilà, parfois ils ont juste besoin d'être un peu seuls, alors on se met un peu en retrait, mais on leur dit qu'on est quand même à côté s'il y a besoin d'un câlin. Mais voilà, mais dans tous les cas, bah, il faut laisser cette colère passer. Et plus on accompagne, plus on est là, et moins ça dure longtemps, vraiment. Mm, mm. Donc, C'est ça, exactement. Ça, pour le coup, je vous invite en tout cas à aller regarder. mmh, En plus, ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous êtes ensemble avec Tumé, donc il y oui, a quand même une complicité qui s'opère et ça, j'aime bien voir la complémentarité de vos expertises, comment elles se réalisent. Merci beaucoup, Dalila, de bah, nous avoir écoute, présenté tes journées, ton expertise, ton approche. J'ai merci à adoré toi. t'écouter, comme Merci à d'habitude. toi, merci pour tout ce travail que tu fournis. Merci d'avoir créé aussi du lien entre nous parce que voilà, tu parlais
de l'atelier avec May. Enfin voilà, c'est une question de feeling aussi. Avec toi, c'est pareil. Enfin voilà, on a ce feeling de maman, de professionnel. Et puis voilà, le fait qu'on soit tout à notre compte aussi, on a un peu des quotidiens qui se ressemblent. Donc voilà, on se sent moins seul aussi, parce qu'on C'est ça, partage aussi. avec plaisir. C'est un Et, réel plaisir. et en tout cas, voilà, c'est une richesse pour tout le monde et je trouve ça super. Et donc, je suis ravie de faire partie de cette équipe. Voilà. Écoutez, vous vous abonnez à la chaîne de Helper sur YouTube. On aura plein d'autres surprises qui vont arriver. Merci Dalila. Vous Bon, mettez des cœurs, des pouces, tout ce que vous voulez, des commentaires. Vous nous dites le meilleur type que vous avez préféré, le témoignage, l'expérience. Est-ce que vous avez lu les livres préférés de Dalila? On aura oui, plaisir à vous lire et à échanger. Et si vous voulez lui poser des questions en direct, n'hésitez pas. oui. Je vais vous mettre dans la description comment la contacter en direct. On adore entendre Dalila nous parler Avec de plaisir. C'est avec plaisir. Merci beaucoup.